Yasmina, parle-nous un petit peu de ce livre que tu as lu, bien entendu. Alors, tout d'abord, comme tu l'avais si bien dit, notre invité s'appelle Monsieur Ahmed Ben Saada. C'est un universitaire et analyste politique algérien. Il est enseignant aussi à l'université d'Oran. Il est auteur de divers ouvrages, dont l'un est intitulé Arabesque. Et aujourd'hui, il va nous présenter son livre enquête, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien. Je rappelle que son livre est paru aux éditions APIC, une maison d'édition algérienne privée. Et bien évidemment, ce livre de 136 pages enquête sur le parcours d'acteurs ayant fait l'actualité, pour certains totalement inconnus des Algériens, et bien sûr qui ont émergé de la houle du Hirak pour devenir les ténors de ce mouvement de contestation populaire né le 22 février 2019. Pourquoi il y a beaucoup de bruit autour de ce livre, Yasmina ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que M. Ben Saada sera le mieux placé pour répondre à cette question-là. Mais a priori, ce livre enquête, bien évidemment, c'est un livre qui est documenté, preuve à l'appui, lève le voile sur certains qui se sont appropriés à un moment donné le mouvement, et pour d'autres qui continuent à s'approprier pour des fins personnelles ou pour des agendas étrangers. Très bien. On va en parler, je l'espère, avec lui quand il sera avec nous dans quelques instants. Je le disais tout à l'heure. Attendez, bougez pas. Oui, encore 2 petites minutes, on me dit. Il arrive. Voilà, Ahmed Ben Saada sur France Maghreb 2. Après, avec notre invité qui est à l'autre bout de la planète, Yasmina. Il y a un gros décalage horaire. Il se trouve à l'heure actuelle au Canada. D'ailleurs, je tiens à le remercier à cet effet. Monsieur Ben Saada, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous et en direct sur France Maghreb 2. Yasmina Omad est là pour vous poser quelques petites questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Ben Saada, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour madame. Allô, vous m'entendez ? Je vous entends. Très bien. Alors, ce que je disais, monsieur Ahmed Ben Saada, vous êtes universitaire et analyste politique algérien. Vous êtes enseignant à l'université d'Oran, auteur de divers ouvrages dont l'un est intitulé Arabesque. Aujourd'hui, vous allez nous présenter votre livre enquête, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien, paru aux éditions APIC, maison d'édition algérienne privée. Ce livre de 136 pages enquête sur le parcours d'acteurs qui ont fait l'actualité, pour certains totalement inconnus des Algériens, et qui ont émergé de la houle du Hirak pour devenir des ténors de ce mouvement de contestation populaire né le 22 février 2019. Pouvez-vous nous en faire un résumé ? Alors, ce livre, en fait, est une continuation du travail que j'ai mené depuis, disons une dizaine d'années, à l'apparition de ce qu'on a appelé le printemps arabe, et même un petit peu avant, avec tout ce qui s'est passé. On se rappelle, par exemple, en Iran en 2009. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les révolutions colorées et le printemps arabe. En fait, il y avait des organismes d'exportation, ce que j'appelle des organismes d'exportation de la démocratie. En majorité, c'était des organismes américains qui étaient impliqués dans les deux types de révolutions, c'est-à-dire les révolutions colorées et les révolutions du type printemps arabe. Et donc, ce livre fait la suite d'une série d'articles que j'ai écrits récemment, où j'ai montré ces similitudes-là. Okay, et donc le livre, en fait, lui-même est parti d'un questionnement, d'un article du sociologue Louari Addi, qui a été publié le 14 mars 2019. Et donc, c'est-à-dire même pas un mois après le début du Hirak, qui a commencé le 22 février 2019, je vous rappelle. Alors, dans cet article, Louari Addi disait « Les décideurs doivent demander à celui qui fait fonction de président aujourd'hui de démissionner et de nommer une instance de transition qui exerce les fonctions de chef d'État. Mustafa Bouchachi, Zoubida Assoul et Karim Tabou devraient être sollicités pour exercer les prérogatives d'une présidence collégiale qui nommera un gouvernement provisoire qui gérera les affaires courantes et préparera les élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 à 12 mois. Ce qui m'a étonné dans cette déclaration, c'est que quelques semaines après le début du Hirak, déjà on avait des noms, alors qu'on nous dit que ce Hirak n'a pas de leader. Mais M. Louari Addi a proposé 3 personnes.
Alors, la question que je me suis posée, c'est que quelle est la relation entre le Houari Addi et ces trois personnes-là? Quel type de relations peuvent être? Est-ce qu'ils se connaissent? Pourquoi proposer des personnes dans un moment crucial de l'histoire de l'Algérie, des personnes en particulier? Et mon enquête répond à cette question. Il y a deux volets. Le volet, toutes ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, ont des relations avec des intérêts américains, c'est-à-dire soit la participation à des think tanks, soit avoir reçu des financements d'organismes comme par exemple la NED, la National Endowment for Democracy, soit avoir d'après les câbles Wikileaks, avoir vraiment des relations avec les diplomates américains au niveau d'Alger. Donc, tout est parti de cette déclaration de M. El Houari Addi. Et donc, j'ai essayé de démontrer, en donnant les sources que j'ai trouvées sur le net et que j'ai cherchées depuis assez longtemps, de montrer qu'il y avait cette relation entre eux. Et aussi, d'un autre côté, j'ai essayé de montrer aussi que toutes ces personnes-là, que ce soit El Houari Addi, M. Bouchachi, Mme Assoul et M. Tabou, avaient des relations avec la mouvance islamiste de l'ex-fils. Alors, je ne veux pas parler de M. Tabou, je l'ai bien précisé dans mon livre. M. Tabou est actuellement emprisonné, il serait demain. C'est pas correct de parler. Seulement, j'ai cité quelques petites informations qu'on trouve, que tout le monde pourrait trouver, que c'est connu. Mais disons, tout ce qui n'est pas connu du public, je ne l'ai pas recensé dans mon livre. Voilà. Justement. Donc, c'est un travail de recherche et ce n'est pas un travail de recherche uniquement pour l'Algérie. Ce travail de recherche, moi, je l'ai fait pour l'Ukraine, par exemple. Si vous regardez mes articles, je l'ai fait pour l'Ukraine en 2013-2014 avec l'Euromaïdan. D'ailleurs, on a même publié un livre avec un centre d'études géostratégiques polonais sur l'Euromaïdan. J'ai fait cette étude-là aussi pour Hong Kong, par exemple, quand il y a eu les émeutes, donc les premières émeutes à Hong Kong. Et j'ai fait aussi ça pour le Liban récemment, quand il y a eu ce qu'on a appelé la révolte des ordures. Donc, ce qui se passe en Algérie n'est pas particulier à l'Algérie, en fait. Il y a énormément de similitudes dans toutes ces méthodes, en fait, de déstabilisation de pays pour faire passer des agendas qui ne sont pas propres au pays lui-même. Justement, Monsieur Ben Saada, votre livre révèle, documents à l'appui, certains aspects non connus jusqu'ici du Hirak algérien, dans la mesure où vous avez mis à jour les liaisons dangereuses entre certains ténors autoproclamés du Hirak et les ONG occidentales qui, sous couvert d'exportation de la démocratie, pour reprendre exactement votre expression, déstabilisent, sèment le chaos dans le pays qu'elle cible et défient de sa trajectoire populaire et spontanée. Comment les officines auxquelles vous faites référence dans votre ouvrage interviennent-elles dans le Hirak algérien? Alors, ces officines, pas juste pour le Hirak algérien, ces officines travaillent de plusieurs manières, en fait. Il y a tout d'abord l'introduction d'ONG dans les pays ciblés. Ces ONG sont financées, leurs membres sont formés. Il y a aussi des participations à des conférences, à des séminaires régionaux. Vous savez que l'Algérie, par exemple, par rapport aux États-Unis, les États-Unis divisent le monde en régions. L'Algérie fait partie de la région MENA, Middle East and North Africa. Et il y a même un article d'un journaliste de Jeune Afrique qui avait parlé de la Ligue arabe du net, c'est-à-dire que vous avez des cyberactivistes, des activistes cyberactivistes qui se retrouvent en réseau, qui ont des formations un peu partout. J'en ai parlé dans mon livre Arabesque, où les gens se connaissent, c'est-à-dire vous pouvez avoir un activiste d'Algérie avec un activiste de Tunisie ou d'Égypte ou de Mauritanie, par exemple. Il y en a qui sont extrêmement connus et que vous voyez souvent à la télévision. Donc, il y a des formations de ce type. Il y a une double formation, une formation de la maîtrise du sol, c'est-à-dire comment faire les manifestations, ce que j'ai appelé la maîtrise de l'espace réel. Et vous avez aussi des formations, comment maîtriser le cyberespace. Et ça, c'est donné par des spécialistes qui maîtrisent la navigation sur Internet. Vous avez aussi des programmes qui ont été
fabriqués spécialement pour les cyberactivistes, pour ne pas être attrapés. Et le plus connu d'entre eux, c'est le programme Tor, qui est un programme américain et qui est distribuable gratuitement. Vous pouvez même le télécharger vous-même si vous voulez. Mais ce programme Tor permet aux cyberactivistes de naviguer sans être identifiés. En fait, on ne peut pas retrouver l'adresse IP de ces gens-là. Donc, et vous avez aussi, dans le cas de l'Algérie, vous avez des choses beaucoup plus précises. Vous avez, par exemple, juste avant les élections c'était au début décembre, donc vers la fin du mois de novembre, vous avez des articles, particulièrement un article qui m'a surpris. Cet article, il provient de la revue Foreign Affairs. C'est une revue du Council of Foreign Relations, le CFR, qui est un think tank extrêmement connu et extrêmement influent de la politique américaine, étrangère, et qui dit que le titre de cet article, qui a été signé par un historien connu qui s'appelle Robert Zarensky, il s'appelle « L'échec de l'élection sera un succès démocratique ». C'est comme, vous voyez un peu, c'est-à-dire que si vous n'allez pas voter pour le vote qui a été organisé en décembre 2019, ben, c'est une victoire pour la démocratie. Vous voyez un peu, c'est pas juste de l'ingérence des États-Unis par rapport à des élections. Il faut dire que la population est divisée. Il y a des gens qui sont contre les élections, il y a des gens qui sont pour les élections. Absolument. Mais pourquoi empêcher des gens de voter ? Et c'est à ce moment-là que je me dis qu'il y a une volonté d'orienter le Hirak dans une des directions qui n'est pas nécessairement la direction qui a l'unanimité du peuple. Et je dis tout ça et je maintiens ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à la sortie de mon livre, m'ont accusé d'être contre le Hirak. Je ne suis pas contre le Hirak. Je suis pour un Hirak algéro-algérien complètement nettoyé de toute ingérence étrangère. Je veux que les gens qui sont dans le Hirak n'aient pas de compte à rendre à des puissances étrangères. Justement, M. Ben Saada, quand vous dites qu'ils n'ont pas de compte à rendre à des puissances étrangères ou à des officines, comment ces officines, justement, cherchent à s'imposer en Algérie et quel type de régime veulent-elles vraiment imposer ? Alors, à mon avis, ces officines, on les voit très bien. Il y a deux volets, en fait. Il y a le volet économique, parce que tout ça, c'est de l'économie, hein, la politique. C'est comme tout ce que vous voyez, c'est par rapport à des intérêts économiques. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, quand vous voyez une émeute quelque part ou quelque chose, vous vous posez la question, mais où est l'argent ? Si vous trouvez où est l'argent, vous allez trouver qui a fait ça. Donc, il y a une volonté en fait, d'ouvrir les marchés, de faire ce qu'a appelé George Soros l'open society, c'est-à-dire une ouverture du pays et un État qui se délaisse en fait de certains secteurs qui touchent la population. On l'a vu, c'est la politique du néolibéralisme dont on a vu les conséquences récemment avec la pandémie du Covid-19. Alors, il y a ça, puis il y a aussi autre chose. Dans certains pays, quand ça ne marche pas pour une raison ou une autre, qui est très long d'expliquer ici, vous avez la destruction d'un État. Alors, et il ne faut pas aller très loin. Juste un pays voisin à nous est complètement détruit actuellement et il est la proie d'intérêts et d'ingérences étrangères. Donc, vous parlez de la Libye, évidemment. Je parle de la Libye et je parlais aussi de la Syrie. On peut parler du Yémen, parce que tous ces pays-là, ce sont des républiques arabes et ce sont des républiques qui ont, à un certain moment, été dans le front du refus par rapport à la politique à mener envers Israël. Donc, tout n'est pas, il n'y a pas de hasard dans la politique. Tout ça, c'est des choses qui sont bien menées. Et mon livre n'est pas, en fait, n'est pas une somme de vérité, c'est une somme de faits. Moi, mon livre propose un débat sur ça. C'est-à-dire que si je reçois de l'argent de l'étranger, est-ce que je sers mon pays ou je sers l'étranger ? Faisons ce débat-là. Et ce débat a été fait. Je me rappelle en 2011, le célèbre cyberactiviste Sami Ben Gharbia, tunisien, qui avait écrit un très bel article disant « Mais
nous sommes formés par les Américains, nous recevons des formations un peu partout, mais est-ce que en faisant ça, est-ce que nous sommes libres de penser ce que nous voulons, ou est-ce qu'on ne fait pas le jeu des Américains? Pour rebondir un peu, allô? Oui, pardon. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Monsieur Ben Saada, selon vous, pourquoi les ténors autoproclamés du Hirak s'attaquent-ils à l'armée nationale populaire qui demeure un ferme socle de l'État-nation? Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une volonté de vouloir déstabiliser l'État en s'en prenant justement à la seule et l'unique institution qui demeurait garant de la stabilité, ou il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière cette volonté? Alors, nous avons vu très bien au début du Hirak que c'était Khawa Khawa, Jishab Khawa Khawa, c'est le frère. On se rappelle très bien qu'en plus, ça c'est une technique qui a été inventée par le fameux, le célèbre philosophe américain Gene Sharp, et qui a été repris par les activistes de Canvas. Et c'est en fait de dire que l'armée, c'est-à-dire les forces policières, l'autorité policière, ou les forces de l'ordre en général, que ce soit la police ou l'armée, doit être khawa khawa, c'est-à-dire frère, avec le peuple, et non pas avec ce qu'ils appellent les autocrates ou les tyrans. Okay? Mais dès que les premiers acquis ont été obtenus, ça a changé. Ça a changé et l'armée est devenue une cible. Mais moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec l'armée, qu'on ait des questions à se poser par rapport à une foule de choses. Si on touche à l'armée d'un pays, il n'y a plus de pays. Il ne faut pas confondre les institutions étatiques et le gouvernement. Les gouvernements changent. Les structures étatiques, l'État-nation ne doit pas être touché. Et si on touche à l'armée, on ouvre la porte à un chaos qu'on ne peut pas imaginer. Parce que ce qu'on a vu dans les autres pays, si ça arrive en Algérie, ça va être pire. Parce que nous sortons d'une décennie noire, donc nous savons ce qui s'est passé. Nous savons les dégâts qui ont été provoqués à la suite de problèmes politiques. Sans oublier bien évidemment le rapport que la population a envers son institution militaire, et qui est une armée moderne, professionnelle, légaliste et républicaine. Après, moi j'ai une question qui me turluline un peu, c'est Monsieur Ben Saada, comment vous voyez les perspectives du mouvement populaire pacifique en Algérie à court terme? Alors c'est difficile, moi je suis jamais dans la politique fiction, je ne sais pas ce qui va se passer en général, mais ce que je peux dire, c'est que pour faire de ce Hirak quelque chose de bénéfique pour le pays, parce que le Hirak est quelque chose d'extraordinaire, il a permis vraiment de conscientiser tout un peuple du marasme dans lequel il vivait, et pour continuer de cette lancée-là, il faut qu'il ne soit pas guidé de l'étranger, il faut qu'on se parle, il faut que ce Hirak... Comment le contrer, Monsieur Ben Saada, justement? En parlant, en discutant, en ouvrant l'espace médiatique et en ouvrant en fait ce débat constructif qu'on peut avoir, et ne pas tomber dans les mêmes travers de l'ancien système. D'ailleurs, à cet effet, Monsieur Ben Saada, effectivement, vous avez plaidé pour un encadrement juridique du financement des ONG. Allant dans le sens de son interdiction, notamment le financement de celles impliquées dans les manifestations en Algérie consacrées au Hirak. Justement, comment pouvez-vous nous éclairer davantage? Comment procéder justement pour essayer de rompre avec ces anciennes pratiques qui ont pour but justement de semer le chaos en Algérie? Alors, j'ai écrit plusieurs articles sur les ONG et sur le phénomène que j'appelle l'ONGisme. C'est quelque chose d'assez historique. On pourrait faire une émission juste sur ça. Ce que je dis, c'est que ces ONG qu'on connaît, on pourrait même citer quelques-unes, par exemple la NED, National Endowment for Democracy, que je viens de citer, mais il y a aussi le Freedom House. Il y a aussi 4 satellites de la NED qui sont très actifs, c'est l'IRI du Parti républicain et le NDI du Parti démocrate américain. Et vous avez l'USAID, fameuse surtout en Amérique latine, et vous avez un organisme privé, celui de George Soros, qui s'appelle
Open Society. Tous ces organismes-là... Très influents au-delà de l'Algérie, d'ailleurs. Non, dans le monde Très entier. actif, Je veux dire, y compris en France, voilà. Partout. Il y a des histoires, vous pourrez remonter à la Pologne, vous pourrez remonter aussi aux pays de l'Est. L'Ukraine, ils étaient extrêmement présents dans l'Euromaïdan et on a vu ce que ça a passé. Un président parfaitement élu qui a été obligé de partir et ont placé des gens à sa place et des gens qui sont pro-américains. Et on a vu ce qui s'est passé récemment avec les histoires de Joe Biden, etc. Donc, ces organismes-là sont interdits dans plusieurs pays. En Russie, il y a eu tellement d'ingérence dans la politique, dans les élections, etc., que la Russie a tout interdit. C'est-à-dire, il interdit d'avoir des relations avec ces organismes-là. Vous avez aussi, par exemple, en Égypte, j'avais écrit déjà en 2011, quand il y a eu les manifestations de la place Tahrir, j'avais écrit, ça avait été publié aussi dans le grand journal Ahram, et en 2012, tous ces officines-là ont été fermés. En Venezuela, par exemple, il y a eu aussi et plusieurs pays de ce qu'on appelle l'ALBA, c'est des pays de l'Amérique latine, qui ont interdit ces organismes-là. Et vous savez, ce qui est d'étrange, et ce que dit le fameux historien William Bloom, il dit ce que fait les États-Unis à l'étranger, on ne peut même pas le faire. On peut pas le faire aux États-Unis parce qu'il y a une loi. La loi s'appelle le Foreign Agent Registration Act. C'est une loi qui interdit à des organismes étrangers de financer des partis à moins de s'enregistrer. C'est-à-dire il y a un contrôle de l'argent. Alors moi, ce que je prône pour l'Algérie, c'est que soit ces organismes locaux, des ONG locales reçoivent de l'argent et elles le déclarent et elles disent pourquoi ils ont reçu cet argent-là, soit si on ne peut pas faire ça, c'est d'interdire complètement. Parce qu'il n'y a personne, mais alors personne qui va vous donner de l'argent pour vos beaux yeux. Il n'y a pas de philanthropie en politique, il n'y a pas de philanthropie. On vous donne de l'argent, c'est pour vous faire dire quelque chose ou vous faire d'autres choses. Voilà. Alors, Yasmina, si tu le permets, on va juste faire une petite pause pub parce que c'est important. Et on se retrouve dans un instant pour les 5 dernières minutes, pour les toutes dernières questions de Yasmina Ahmad sur France Maghreb 2 avec Ahmed Ben Saada qui est notre invité depuis le Canada. Tout de suite, parce qu'on est de retour de nouveau à l'antenne sur France Maghreb 2. Ce fut très intéressant, y compris pendant la pub et en live sur Facebook. On a parlé, Yasmina, de comment avait commencé finalement le 22 février ces manifestations et ces millions de personnes. Il nous reste 4 minutes, Yasmina. Peut-être la place pour 2 questions. Si M. Ben Saada raccourcit un petit peu ses réponses, on peut y arriver. Allez, on y va, Yasmina. Monsieur Ben Saada, alors bien évidemment, on souhaiterait savoir pourquoi ce livre enquête. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas attendu le Hirak pour écrire sur ces phénomènes-là, des phénomènes de révolte populaire. J'ai étudié ce phénomène à Hong Kong, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Ukraine, et j'ai écrit des articles qui ont été traduits en plusieurs langues. Et donc, il ne m'est pas permis, en tant qu'Algérien et amoureux de ce pays, de ne pas dire ce que je sais. C'est-à-dire, il n'est pas question pour moi de le taire. C'est-à-dire, je ne fais pas ce livre pour nuire à quelqu'un. Moi, je ne connais pas les personnes que j'ai citées dans mon livre. Mais je connais ce qu'ils font, les faits relatifs à ces personnes-là, les relations de ces personnes-là. Et ce n'est pas une attaque contre ces personnes-là. C'est en fait de démystifier un système et de porter ce débat à la population. Un livre, c'est une invitation au débat, en fait. Vous comprenez ? Et donc, ce livre-là est venu, et en fait, je dois vous avouer, il devait être écrit au mois de janvier. Bon, mais je n'ai pas pu l'écrire, je suis rentré à Montréal, et je suis coincé, à cause du Covid-19, je suis coincé. Et donc, mon temps, j'ai profité du temps du temps libre que j'ai pour écrire ce livre. Alors, c'est vraiment un concours de circonstances. Et comme vous le savez, votre livre a suscité une vive polémique. Vous faites l'objet, depuis l'apparition de votre livre, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak, d'une campagne de dénigrement et d'attaques personnelles menée par une poignée d'individus non cités dans l'ouvrage, pour certains avant même de l'avoir lu. Qu'est-ce que ce livre qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak a de particulier pour susciter cette virulente réaction ?
Une minute, cher monsieur Ben Saada, pour la réponse. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis, c'est que le journalisme en Algérie a un gros problème. Il y a un manque de professionnalisme dans le journalisme algérien. Dès qu'on dit quelque chose qui ne plaît pas à certains, on utilise l'insulte et on essaie de le discréditer, pas par rapport au contenu du livre, mais par rapport à la personne. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, écoutez, monsieur. Merci, monsieur Ben Saada, en tout cas, d'être venu nous présenter. On peut d'ailleurs voir à l'écran le livre et puis le site internet et toutes les informations utiles pour vous suivre, bien sûr. Merci d'avoir répondu aux questions de Yasmina Ahmad et de nous avoir éclairé donc, sur cette enquête qu'on peut se procurer. Il est en vente partout, monsieur Ben Saada, ce livre. Alors, il est en vente en Algérie actuellement, un peu partout dans toutes les villes algériennes. Très bien, merci, monsieur Ahmed Ben Saada. D'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous dans le grand forum sur France Maghreb. À très bientôt. Je vous remercie pour votre invitation. J'en ai pas eu beaucoup. En fait, je parlais du journalisme. En fait, en Algérie, à part 2 émissions radio, j'ai pas fait grand-chose. Vous serez toujours le bienvenu chez nous. Et je suis ouvert aux invitations, contrairement à ce que certaines personnes disent. Et vous êtes prêt à débattre, monsieur Ben Saada, éventuellement ? Je suis même prêt à débattre avec les gens que je cite dans mon livre. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, on peut organiser ça. Merci. Avec un grand plaisir. En tout cas, à très bientôt, monsieur Ben Saada. Et merci, Yasmina Ahmad. Je t'en prie, à très bientôt. Portez-vous bien.